Bon, alors on y va pour les questions. Docteur, vous avez parlé beaucoup des hormones. J'aimerais connaître votre position sur les hormones prescrites post-cancer, c'est-à-dire les anti-aromatases. Alors d'abord, voyez, on vous dit quelque chose, on utilise un mot qui est faux, ce n'est pas une hormone, c'est une anti-hormone. Et je forme là-dessus mes collaborateurs qui au début me disent « Oui, mais monsieur, dans tous les livres, il y a écrit traitement hormonal. » Je dis « Je m'en fous, c'est parce que ce n'est pas un traitement hormonal, c'est un traitement anti-hormonal. » Donc les femmes sont parfaitement capables de comprendre, donc tu dois leur dire des choses qu'elles sont capables de comprendre. Bon, alors, vous avez dit aromatase, anti-aromatase. L'aromatase est une enzyme qui est située dans le tissu gras, de l'homme comme de la femme, et dans ce tissu gras, cette enzyme, elle transforme une hormone bonne en hormone cancérigène. Et donc, les chercheurs ont fait un travail remarquable, ils ont créé, synthétisé des anti-aromatases, c'est-à-dire l'inverse de l'enzyme. Et cette anti-aromatase, elle a pour intérêt d'empêcher une hormone bonne de devenir cancéreuse, donc d'éviter un risque de récidive. Le problème, c'est que les laboratoires veulent donner cette hormone à toutes les femmes atteintes de cancer du sein parce qu'avant cela, il y avait l'anti-estrogène qu'on appelait tamoxifène, tamophène ou Nolvadex, 3 médicaments qui sont les mêmes. Mais on s'est rendu compte que ces anti-estrogènes, anti-hormones, si peut-être ils protégeaient du cancer du sein, ce qui n'est pas du tout évident, par contre, il était certain qu'ils donnaient ou qu'ils risquaient d'augmenter les risques de cancer de l'utérus. Comment se fait-il qu'un médicament sur 2 tissus de l'être humain, le sein et l'utérus, qui est très sensible aux hormones, qu'à un endroit il vous protège du cancer, à un autre endroit il vous le donne? Problème. Complètement incohérent. Donc je ne suis pas du tout favorable aux anti-estrogènes, sauf cas très particuliers. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On supprime les anti-estrogènes parce que maintenant ils savent qu'on voit des récidives sous anti-estrogènes et qu'on voit en plus des récidives de cancer du sein et des atteintes au niveau de l'utérus. Et donc ils disent ben maintenant on a l'anti-aromatase. Seulement, l'anti-aromatase elle est indiquée chez une femme qui a du gras en trop. Une femme qui est maigre, qui n'a pas 1 centimètre cube de gras, je ne vois pas pourquoi on lui donne une anti-aromatase. Seulement, ils veulent le donner à tout le monde. L'objectif, c'est de généraliser, rembourser par la Sécu, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Nous voyons aujourd'hui des femmes qui viennent avec un traitement qui est anti-aromatase, qui vous disent, depuis que je prends ce traitement, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches. Alors, on fait scintille osseuse sur scintille osseuse parce qu'on a peur d'une métastase osseuse. Scintille osseuse normale, scintille osseuse normale, scintille osseuse normale. On fait des ostéodensitométries en plus, dont une peut être utile, mais pas les autres. Et ce qu'il faut, c'est arrêter le traitement. Et dire à cette femme, madame, si vous estimez que vous avez un surpoids, par exemple, les femmes le savent parfaitement, vous l'estimez à combien? Elle vous dit 5 kilos de trop, 10 kilos de trop, très bien. Eh bien, vous allez réduire votre taux de kilos, vos kilos en excès, 1 par mois. Vous n'allez pas faire le régime de Ducamp, qui est hyper dangereux, hein, qui fait qu'on donnait avant du sang aux cochons. Maintenant, il est bio, il est aux femmes. Il est aux obèses. Alors, on leur donne du son, vous allez vous gaver l'estomac de son, et puis ensuite, allez-y pour les protéines à fond la caisse. Si vous avez la moindre cellule cancéreuse dans le corps, c'est la meilleure façon pour faire partir. Alors, maintenant, Ducamp, il est en train de changer un peu. Il devrait être en tôle. Voilà, devrait être. J'ai un de mes collègues, le docteur Di Costanzo à Marseille, qui est un type remarquable, un très très bon gastroentérologue et nutritionniste. Je lui ai dit, écoute, Jacques, fais-moi un texte scientifique, parce que si c'est signé de moi, c'est dans un journal que je connais bien de mon mouvement Famille de France, fais-moi un texte très précis là-dessus. Il a fait un texte remarquable, hein, sans jouer sur le jeu de mots du camp du con, mais pour expliquer véritablement que c'est dangereux. Bon. Donc, anti-aromatase, oui, chez une femme qui ne veut pas perdre du poids, qui veut garder de mauvaises habitudes alimentaires, mais moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. J'ai vu récemment une femme qui faisait 110 kilos. Bon. Elle venait pour me demander conseil, je l'avais vue en conférence, et on allait l'opérer, lui enlever la moitié de l'estomac. Bon. Parce qu'elle se disait, si on m'en enlève la moitié, je vais perdre la moitié de mes kilos. Elle faisait moitié de l'estomac, moitié de kilos. Bon. Ce qui est absurde. Je lui dis, madame, je vais vous aider. Les consultations sont gratos, je veux vous voir tous les mois. Vous allez me perdre 1 à 2 kilos par mois. Voilà comment vous allez faire. Je l'ai mis en confiance. Je lui ai demandé le pourquoi. J'ai trouvé, je n'ai pas à le dire, les raisons de son surpoids. Une angoisse du feu de Dieu, une anxiété énorme. Et alors, elle se câline l'estomac régulièrement avec du chocolat, des trucs comme ça, des gâteaux, bon, tout ce que vous pouvez imaginer de viennoiserie, etc. Et en même temps, elle mange entre les repas. Au repas, elle ne mange pas correctement, parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle vit dans la solitude, parce qu'il y a des tas de raisons.
que je puis comprendre. Et il ne s'agit pas de la culpabiliser, il faut l'aider. Et c'est possible. Et je le dis, c'est sûr qu'on va y arriver et on n'aura pas besoin de vous enlever la moitié de votre estomac. Voyez. Alors, soit on vous en enlève la moitié, soit on vous met un anneau. Tout ça, non, ça ne va pas. Question suivante. Je voulais savoir si lorsque, pendant la grossesse, la mère a reçu des fortes doses de progestérone, est-ce qu'il y a des risques pour le bébé, que ce soit une fille ou un garçon, de développer plus facilement? Que ça soit un risque, vous voulez dire que ça soit plus un risque, plus un garçon qu'une fille, c'est ça? Est-ce que le fait d'avoir pris de fortes doses de progestérone, Oui. est-ce que ça peut... Avant la grossesse? Pendant la grossesse. Oui, alors attendez, si on a donné de fortes doses de progestérone pendant la grossesse, c'est que tout simplement le placenta, aux prises de sang, n'en fabrique pas suffisamment, puisque à partir pratiquement de 1 mois et demi, 2 mois de grossesse, les ovaires ne fabriquent presque plus de progestérone, c'est le placenta qui fait le boulot. Bon, ça veut dire que le placenta ne va pas bien et que le docteur, l'obstétricien, le gynécologue, a repéré qu'il y avait un taux insuffisant de progestérone et il a remplacé la progestérone qui est normalement fabriquée par le placenta par une progestérone qui l'apporte. Et il permet la grossesse, sinon il y aura une fausse couche. Bon. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut dire concernant les hormones qui sont prises, par exemple, avant une grossesse pour en avoir une, ce sont ce qu'on appelle les stimulations hormonales. Ces stimulations hormonales ne sont pas dangereuses pour la femme s'il y a eu grossesse. Une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, bon, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elle est mariée, ça ne vient pas, elle n'a pas d'ovulation, parce que les ovaires ont été tellement au repos qu'ils dorment. Bon, donc on va les stimuler, et on va avoir tout d'un coup 2 ovules, 3 ovules, 4 ovules, 5 ovules, boum. Et la dame dit, on lui dit, il y en a 5. Il y en a 5. Je me souviens d'une femme, c'était à Narbonne, que j'ai décorée lorsque ses 6 enfants, elle a eu ses sextuplés, ses 6 enfants, sont arrivés à l'âge de 18 ans, donc ils arrivaient à la majorité. Bon. Lorsque cette femme n'arrivait pas à avoir d'enfant, bon, elle avait pris la pilule longtemps, mis ses ovaires au repos, on lui fait une stimulation, boum, 6 ovules, des millions de spermatozoïdes qui arrivent par là, il féconde tout. Hein. Bon. Elle s'est retrouvée avec 6 petits. Le mari a pris tellement peur qu'il s'est barré. Et ça a été très positif qu'il se barre parce qu'elle a dit, ce con s'en va, ça c'est juste, ce con s'en va, je vais garder les enfants. Elle les a gardés. Si vous voyez les enfants, moi je les ai vus, j'ai parlé avec eux, et l'admiration qu'ils ont pour leur mère, qui est admirable quand même, il faut le faire, hein, qui a eu ces 6 enfants qui sont merveilleux, qui se ressemblent les uns les autres, il y a l'air familial, vraiment ça valait le coup de décorer la mère et un coup de pied au cul au père. Le père n'était pas là, il méritait que ça, c'était un abruti. Bon, c'en est plein d'abrutis, des hommes, plein d'abrutis, je vous assure, c'en est plein. Mais il faut les réveiller gentiment. Il faut les réveiller gentiment. Alors, donc, soyez rassurés, si ça vous est arrivé ou à quelqu'un que vous connaissez, c'est que simplement, il y avait une quantité de progestérone insuffisamment fabriquée par le placenta qui a été remplacée et le bébé va aller très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, vous savez que le Distilbène que l'on donnait à une femme lorsque dans son premier trimestre de grossesse, il y avait une petite fuite, une petite perte, aïe aïe aïe, je vais perdre mon bébé, on donnait du Distilbène. Ce Distilbène, c'est un estrogène artificiel. Et on a su, dans les années 77 en France, 71 aux États-Unis, que ce Distilbène augmentait le risque de cancer des voies génitales chez la fille qui était dans le ventre de la maman et qui développe le cancer entre l'âge de 7 ans et l'âge de 22 ans. Moi, ça m'est arrivé d'en voir. C'est difficile à expliquer à une jeune femme de 20 ans qu'elle a un cancer au niveau des voies génitales qui est lié au fait que sa maman a pris un médicament pendant la grossesse. Hein. Il faut éviter qu'elle culpabilise sa maman. Vous comprenez? Très compliqué tout ça. Mais en même temps, ce sont des données, le monsieur là-bas, puis on viendra là, ce sont des données scientifiques importantes. Monsieur? Oui, vous avez préconisé la culture physique jusqu'à la transpiration. En vieillissant, les glandes sudoripares ne fonctionnent plus. Les glandes sudoripares ne fonctionnant plus. Pourquoi? Les vôtres? Je voudrais savoir pourquoi il faut... C'est que vous ne courez pas assez. Faites un peu plus de sport. Alors, c'est très très rare, des gens qui n'ont pas du tout de sueur, ça existe. Hein. C'est très 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 rare, ça existe, bon, mais à ce moment-là, ça n'empêche pas quand même de courir. Et non, moi je n'ai jamais vu de personne qui m'ait dit je ne transpire pas. Le problème, c'est qu'en avançant en âge, on a un peu tendance à réduire son activité physique, c'est sûr, à faire du fauteuil, quoi. C'est pas mon cas. C'est pas votre cas. Bon, c'est bien. On se retrouve au Ventoux prochainement, monsieur, je vous ferai suer, vous allez voir. Je suis pas d'accord. Question suivante, le monsieur qui est là.
Où êtes-vous? Je suis là, Où c'est là? ici. Ah, derrière, au fond. Voilà, je vous remercie pour votre conférence très intéressante. Je vous vois, ça y est, en et rouge. joyeuse. Oui. Voilà, mais j'ai eu 2 cancers du sein, voilà, ça ne me gêne pas de le dire. Et je suis un petit peu une contre-vérité de tout ce que vous dites. Je ne suis pas une religieuse, je suis athlète de haut niveau, j'ai eu 4 enfants, je n'ai jamais pris de lait, enfin pratiquement jamais pris de lait. Et je n'aime pas le sucre, ça je vous l'ai dit, je crois, je ne sais plus, enfin bref, je fume pas, etc. Bref. Vous avez quel âge, madame? J'ai 50 ans. Et vous avez eu les lésions de chaque sein ensemble ou l'un après l'autre? Oui, ben, ils étaient jaloux l'un l'autre. Donc, à 50 ans? Non, il y a quelques années. Ah oui, mais vous aviez quel âge? 43 et en ce moment, là, je purge ma peine de radioactivité. Est-ce qu'on a recherché le gène? Radiothérapie, pardon. Est-ce qu'on a recherché le gène BRCA1? Alors oui, je suis encore une contre-vérité parce que j'ai 50 cousins avec 3/4 de cousines et je suis la première à ouvrir le bal. Enfin, j'espère que j'ouvre rien d'ailleurs. Non, mais vous avez le gène ou pas? Eh bien, je suis passée à la Timone et j'attends. La réponse sera dans 1 an. Dans 1 an? Oui, parce qu'on nous congèle, parce qu'on est trop nombreux et non, on a la réponse dans 1 an. Donc dans 1 an, on m'enlèvera peut-être l'utérus et le cerveau, puisque ça passe après au cerveau, m'a-t-on dit. Non, soyons sérieux. D'abord, il faut que votre oncologue force pour avoir le résultat avant 1 an. Parce que c'est vrai qu'il y a des urgences. Il y a des urgences et dans votre cas particulier, il est certain que vous devez absolument savoir si vous avez BRCA1, BRCA2, qu'on vous fasse attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, normal. 1 année, je ne suis pas d'accord. Mais c'est la vérité. Non, mais la vérité, madame, il faut que votre oncologue se bouge ou votre médecin se bouge auprès du laboratoire en disant ce cas-là, vous me le faites passer en priorité. Oui, mais j'ai eu un entretien et il se trouve que dans ma famille, il n'y a pas de cancer. Donc, a priori, je n'ai pas le BRCA1. Oui, mais vous l'avez eu le premier, vous avez dit à 43 ans quand même. Oui. Et sportif de haut niveau, sans jamais de dopage? Jamais. Jamais, d'accord. Pilule pendant 10 ans. Enfin, vous avez quand même pris des estropositatifs 10 ans? Quand j'étais jeune, oui. Oui, c'est ça, mais attention, ne croyez surtout pas, ça c'est assez fréquent chez les femmes qui vous disent « Ouais, la pilule, j'ai pris il y a longtemps. » C'est la pilule alors. Non, mais c'est un inducteur. C'est un inducteur. C'est-à-dire que ce que vous oubliez, c'est que pendant 10 ans, si vous faites la somme des prises d'estrogène et de progestérone que votre corps a pris pendant 10 ans, ne cherchez pas la cause. Elle est là. Je pensais que 10 ans, c'était... Ah, non, pas du tout. La moyenne, madame, en France, c'est 11 ans. La moyenne française, entre les femmes qui la prennent très longtemps et les femmes qui la prennent peu longtemps. Mais 10 ans, cherchez pas la cause. C'est tout. D'accord. Alors, il peut y avoir d'autres éléments et vous pouvez ne pas avoir le gène, mais ça veut dire que vous avez eu certainement une lésion hormonodépendante avec des récepteurs qui peuvent être négatifs, parce que quand les récepteurs sont négatifs, souvent on vous dit, c'est-à-dire récepteurs d'estrogène, progestérone négatifs, on vous dit, c'est pas un cancer hormonodépendant, c'est l'inverse. Ils sont positifs chez moi. Voilà, donc ça veut dire que c'est un cancer hormonodépendant, mais il vaut mieux avoir les récepteurs positifs que négatifs. Je vous explique. Voilà le récepteur qui est ma main. Imaginons que ce récepteur-là, il est dans la glande mammaire. Bien. Quand on dose les récepteurs, on envoie un récepteur marqué, c'est-à-dire une hormone qui est marquée et qui va sur le récepteur. La voici. Et là, on dose cette hormone marquée et on dit 60, 80, 90%. Mais s'il y a déjà sur le récepteur une hormone, c'est occupé. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez comme hormone marquée, ça ne va pas sur le récepteur. Vous ne pouvez pas le doser. Et donc, quand on vous dit que les récepteurs sont négatifs, ça veut dire que l'hormonodépendance est encore plus importante. Et le pronostic, d'ailleurs, on le sait, est plus mauvais. C'est ce qu'on appelle parfois, souvent, les triples négatifs. Et dans le triple négatif, vous n'avez pas de récepteur d'estrogène, pas de récepteur de progestérone, et pas le troisième qui n'est pas un véritable récepteur, mais qui est un antigène du problème du cancer qu'on appelle HERN2. Donc, quand ces trois-là n'y sont pas, le pronostic est plus mauvais. Et alors, évidemment, à ce moment-là, vous avez le gynécologue ou celui qui a prescrit les hormones qui vous dit, voyez, vous n'avez pas un cancer hormonodépendant. Mais il est encore plus. Il est encore plus. Moi, je vais vous dire, je suis là-dessus extrêmement sérieux. Je vois trop de malades atteintes de cancer du sein
pour ne pas véritablement alerter. L'alerte est très importante, il faut que vous le disiez les unes les autres et que les jeunes filles de 15 ans le sachent. Seulement, vous savez que dans les lycées, on dit l'inverse. Et vous avez même des publicités qui passent sur Internet, j'en ai vu, qui m'ont été amenées par des mamans, parce que la gosse, elle va sur Internet, elle dit « Maman, regarde, ça protège du cancer du sein, ce que tu me dis, c'est une connerie ». Les laboratoires en sont là aujourd'hui. Question suivante. Moi, vous avez dit que vous n'étiez pas favorable au tamoxifène, mais proposez-vous une alternative? Oui, je dirais, surtout par le fait que vous avez l'utérus qui est en place, vu votre âge. Donc, moi, je ne ferai pas courir de risque à l'utérus. Par contre, je changerai mes habitudes alimentaires. Par contre, je serai cool, zen. Si je ne vous vois pas bien là, hein, mais si j'ai du surpoids, je fais baisser mon poids. Vous êtes sportif, donc a priori, vous n'avez pas de surpoids. Mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez une vie orientée vers pas de stress, pas de consommation excessive de produits laitiers de vache, en particulier chèvre et brebis, oui. Bon, pas de tabac, pas de tabagisme passif autour de vous, etc. Tout ça, vous l'avez. Oui, je suis une contre-vérité. Non, pas complètement contre-vérité, parce que vous avez quand même pris les 10 ans d'estrogestatif, qui la facture est chère à payer. Hein. Mais les huiles essentielles dans tout ça? Oui, alors ça, bien sûr. Ça, mais tout ce qui concerne les huiles essentielles, très honnêtement, je n'ai pas la compétence. La compétence, elle est au premier rang, c'est Marie-Jo Robert. Donc là-dessus, j'ai aucun doute, elle l'a dit et c'est vrai, je lui envoie des malades, je vois des malades à elle qui sont extrêmement améliorés. J'ai vu encore récemment, elle le sait, une dame qui avait un cancer du rectum, bon, qui ne voulait pas se faire opérer. Elle avait réduit par les huiles essentielles le volume de la tumeur de plus de la moitié. Ce qui a permis de faire un traitement beaucoup plus conservateur. Voyez, donc ça, c'est certain que les huiles essentielles, à mon avis, sont un complément thérapeutique qui est utile en cancérologie pour stimuler l'immunité, réduire l'inflammation et réduire même, je dirais, toutes ces anomalies qu'il y a autour d'une tumeur. Question suivante. Oui. Alors, où est le micro là? C'est ce monsieur. Oui. Oui, docteur, d'abord vous remercier pour votre générosité. On a l'impression que vous êtes quand même dans la planète médicale un iconoclaste éclairé. Quant à nous, les malades, ou entre guillemets, et espérons-le, ex-malades, on a un peu l'impression, et vous nous l'avez bien expliqué, d'être pris en otage aujourd'hui par le monde médical et de la pharmacie, avec peu d'informations, puisqu'on est relativement désarmé. Quand on va voir quelqu'un, c'est son médecin, a priori on est censé lui faire confiance. Il est censé représenter la vérité, il a fait le serment d'Hippocrate, et puis il applique la doctrine des laboratoires pharmaceutiques. Et puis au fil du temps, il y a des doutes qui commencent à s'insinuer. Et puis on s'aperçoit qu'on est pris en otage finalement, et puis que les vérités ne sont peut-être pas celles qu'on pensait. Et vous en êtes l'illustration pour nous dire tout ça. Et on s'aperçoit aussi que des gens, comme le professeur signalait, ont été traînés dans la boue tout simplement parce qu'ils soignaient des gens par l'alimentation. On s'aperçoit que des gens qui essaient de traiter bénévolement, sans prendre d'argent, avec du venin d'abeille, parce que c'est peut-être un anti-inflammatoire, même si la piste n'est pas bonne. Je pense à quelqu'un qui n'a pas eu un centime pour la recherche, mais à qui on a saisi son matériel, on lui a fait des contrôles fiscaux, on l'a presque mis en prison parce que c'était simplement quelqu'un qui cherchait et qui voulait aider en son âme et conscience. Alors on a l'impression d'un côté qu'il y a une espèce de monstre qui nous broie, et puis d'un autre côté, quelques lumières dont, permettez-moi de vous le dire sans flatterie, vous faites partie. Et est-ce que le nombre de personnes qui sont ici ce soir ne sont pas l'amorce d'une résistance finalement? Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. La résistance se fait progressivement, par le bouche à oreille, il n'y a aucun doute. Je vais donner un exemple très concret. Le cancer de la prostate. Bon. Je vois énormément de patients atteints de cancer de la prostate qui viennent me voir parce qu'ils ont entendu dire « il n'opère pas ». Pourtant, je suis chirurgien. Bon. Donc, il n'opère pas. Et effectivement, depuis à peu près les années 75-80, je dis que le cancer de la prostate peut se guérir sans opérer, sans aucune opération, uniquement par une radiothérapie très bien faite. Je ne suis pas radiothérapeute, très très bien faite au niveau
de la prostate. Et je vois des gens qui arrivent, je voyais encore cette semaine, des gens qui arrivent de Belgique, de Malte, d'un peu partout. Bon. Auquel on propose une chirurgie prostatique inutile. Inutile. Bon. Et même maintenant, on vous dit au robot. Parce qu'avec le robot, c'est l'image, la symbolique du robot. On va faire mieux qu'avec les mains. C'est le robot qui fait tout à la place et qui fait que vous n'aurez strictement aucun trouble après. Actuellement, on sait que pour que le robot soit véritablement utile, au point de vue technique, il faut d'abord opérer 135 malades. Bon, donc si vous êtes le 136e, ça peut être utile. Bon, le robot, on n'en a absolument pas besoin. Absolument pas besoin. Pour ce type de chirurgie, le cancer prostatique. Bon, donc là encore, bon, c'est un sujet important. Donc j'ai fait un livre sur le cancer de la prostate que j'ai fait avec un radiothérapeute, lequel avait la trouille. Je dis, mais pourquoi vous avez peur? Bon, tout simplement parce que les collègues. Je dis, mais moi je couvre, pas de problème. J'irai en tôle, s'il faut, je m'en fous. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un collègue urologue dans l'avion à Paris. Bon, il s'appelle Xavier. Je dis, Xavier, bon, tout va bien pour toi? Oui, oui, très bien. Bon, imagine, ça y est, tu as un cancer prostatique, il est urologue. Tu te fais opérer, il en opère tous les jours. Il reste silencieux. Je lui dis, tu es bien long pour me répondre. Bon. Et puis, il me dit, oui, oui, je me fais opérer. Bon. Et j'ai qui t'opère? Ils sont 5 dans son équipe. Je me suis dit, ils sont tous très bons, hein, très bons chirurgiens. Je me suis dit, il va me citer l'un des 5. Pas du tout. Il me répond, le robot à tel endroit. J'ai dit, mais sais-tu qu'aujourd'hui, dans l'endroit, tu me parles, où il y a le robot, les types, ils n'ont pas encore fait au minimum 135 cas. Et tu vas te faire opérer la main. Et tu as envie de porter des couches pendant 2-3 mois. Et tu as envie d'avoir la zézette qui traîne par terre. Il me dit non, parce qu'ils me laisseront les nerfs d'un côté. Oui, alors ce qui fait que quand tu seras en érection, tu seras ou de droite ou de gauche, toi. Non, alors il faut rigoler, quoi. Je lui dis, écoute-moi, si tu as ça, tu viendras me voir et moi je te ferai traiter, je te ferai le soleil sur la prostate. J'appelle ça le soleil sur la prostate. Bon. Et je vous assure, on a des résultats fabuleux. Bon. Donc, alors maintenant, tout ce que vous avez dit est parfaitement juste. Ce qu'il faut faire attention à l'extrême inverse. C'est-à-dire que vous trouvez aujourd'hui parfois des gens, j'ai opéré hier, une femme que j'ai vue au mois de novembre, elle avait une mastite carcinomateuse. Esthéticienne, donc une femme jeune, esthéticienne, cancer du sein massif sur le sein, et au mois de novembre. Je lui ai dit, madame, il n'y a pas d'autre solution, il faut faire de la chimiothérapie, vous êtes jeune, il faudra enlever le sein, c'est sûr, mais avant, il faut faire la chimiothérapie et donner traitement inflammatoire, etc. Refus total. Refus total. Bon. Je dis à ma secrétaire, celle-là, vous me ferez que je l'appellerai tous les mois pour savoir comment ça va. Bon. J'appelle tous les mois, refus total. Je vous vois quand vous voulez, refus total. Finalement, elle va à Rome. Elle va voir le pape, elle va voir un médecin qu'elle a trouvé sur Internet et qui a des techniques extraordinaires. Bien. Ce médecin lui dit, madame, il faut vous faire opérer et puis ensuite on fera ma technique. Non. Elle m'appelle, elle me dit, j'accepte l'opération si vous acceptez que le médecin de Rome vienne. J'ai aucun problème. Aucun problème. Il est chirurgien? Non, non, il est oncologue, il est cancérologue. Très bien. Le chirurgien, l'oncologue de Rome m'appelle. Bon, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de problème, j'opérerai cette malade, vous pouvez venir, vous serez présent à l'intervention, je vous ferai rentrer en salle d'opération, il n'y a aucun souci, et votre technique, vous me l'expliquez, il me l'explique, eh bien je ferai ce que vous demandez. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais vous voyez, cette malade, c'était en novembre qu'il fallait l'opérer. De novembre, nous sommes en avril. On a perdu du temps. Je n'ai pas voulu la culpabiliser, parce que ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Bon. Quand je l'ai opéré, j'ai trouvé des ganglions qui sont atteints. J'aurais préféré qu'ils ne soient point atteints. Ils n'étaient pas atteints cliniquement quand je l'ai examiné sur mon dossier au mois de novembre. Je la vois au mois d'avril, ils sont atteints. Bon. Moi, je ne suis pas arrivé à la convaincre, je n'ai pas été bon. Il a fallu qu'elle aille à Rome pour se faire, je dirais, convaincre de se faire opérer. Voyez. Donc là, on passe d'un extrême à l'autre. Voyez. On passe d'un extrême à l'autre. Il faut faire attention à cela. Il m'est arrivé de voir aussi une dame de Strasbourg qui avait une tumeur du foie et qui est partie avec sa tumeur du foie avec une cure de brosse. Je ne suis pas contre la cure de légumes. Mais je ne suis pas pour dire aux gens, avec la cure de légumes, on va guérir votre cancer. On va affamer votre cancer en jeûnant. Il y a eu une émission à la télé, beaucoup de gens m'ont posé la question, ah oui mais le jeûne c'est formidable parce qu'on va affamer le cancer. C'est pas vrai.
Le cancer est un voleur, vous ne l'affamez pas. Le cancer, il va de toute façon piquer sur vos réserves. Donc, se mettre à jeûner, c'est sûrement faire que les réserves bonnes, le cancer va vous les piquer si jamais il est en place, et ça ne va pas vous aider pour la chimiothérapie. Je ne dis pas qu'il faut vous gaver, je ne dis pas ça, mais je dis il ne faut pas jeûner dans le sens, en se disant par contre, que vous jeûniez de produits laitiers en excès, de whisky en excès, de viennoiserie en excès, de pesticides en excès, etc. Oui, ça je suis d'accord. Mais jeûner au sens, je marche avec de la flotte et je ne mange pas pendant 8 jours, non, c'est une erreur. Mais à la télé, il y a eu une émission, je sais, je suis allé voir après, parce que je n'ai pas eu le temps de la voir ce jour-là, c'était complètement excessif. Alors, il y a des gens qui ne se font pas soigner. Il faut faire attention à ça, faire attention. Il ne faut pas s'amuser avec le cancer. Hein. Le diagnostic le plus précoce égale 100% de guérison. 100% de guérison. Par contre, le diagnostic trop tardif égale 50, 30, 20, et vous baissez. Il faut faire très attention quand même. Hein. Monsieur, je ne sais pas où est le micro. Alors, j'ai une question là, qui est une question d'ordre politique, qui est quelle est la position du prochain président de la République sur la prévention, sur la santé? Je ne sais pas qui c'est. Ils sont en train de se bouffer là. Donc, je ne peux pas vous dire. Simplement, ce que je sais que je peux dire, c'est que l'actuel ministre de la Santé, qui s'appelle Bertrand, celui-là je le connais bien, puisque je l'ai vu plusieurs fois, je pense que cet homme a compris l'importance de la prévention. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'ils sont très, très conseillés. Quand vous regardez les conseillers des ministres, il faut voir ce qu'il y a. Ce sont des conseillers qui poussent leurs propres idées ou leurs propres spécialités. Vous voyez ? Donc, ils vont dire dépistage, 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 dépistage. Par exemple, quand on vous dit le Haut Conseil à la Santé, HAS, Haut Conseil à la Santé, il dit le dépistage du cancer de la prostate ne sert à rien. Il ne sert à rien à 90 ans. Mais moi, je dis que maintenant, vu l'état actuel de notre société au niveau du stress, de l'alimentation et compagnie, il faut faire à partir de 48 ans un PSA tous les ans. Vous voyez ? Je ne suis pas du tout d'accord avec la décision du Haut Conseil qui dit le dépistage ne sert à rien. Il ne sert à rien à un âge très avancé, mais aujourd'hui, attention, on voit des cancers de la prostate à 49 ans, 50 ans, 52 ans. Ce n'est pas des blagues. Et ça, si vous ne le détectez pas à 52 et que vous le détectez, ce cancer qui aurait été détectable à 50, vous le détectez à 60, à 63, il ne sera plus là le bonhomme. Hein. C'est ça le problème. Vous voyez ? Que pensez-vous de l'hormonothérapie suite à un cancer hormonodépendant, l'Arimidex? Alors, ce n'est pas l'Arimidex, L-A, c'est L''Arimidex. J'ai répondu, 64 ans, madame, si vous avez du surpoids, ok, Arimidex, mais le mieux, changez vos habitudes alimentaires, perdez du poids, faites de la gymnastique, bougez-vous, aquagym, ce que vous voulez, et vous allez voir que ça ira mieux. Même chose, doit-on continuer à prendre l'Arimidex ou Femara pendant la chimio? Femme de 55 ans. Non, si vous êtes en cours de chimio, c'est la chimio qu'il faut faire. Il n'y a pas de problème. C'est que certainement vous avez eu un grade 3 et que vous avez eu des ganglions qui ont été atteints au niveau de l'aisselle. Donc chimiothérapie. Après la chimiothérapie, on verra. Mais si vous avez du surpoids, il faut réduire le surpoids. Est-ce que les contraceptifs locaux de type l'anneau ou le patch, étant moins dosés que le contraceptif oraux, sont moins pires que ces derniers? C'est la même chose. C'est la même chose. Je vous raconte une histoire très, très significative. J'arrive dans la salle de consultation, je vois l'une derrière l'autre, la grand-mère, la fille et la petite-fille. Elles se ressemblaient, c'était merveilleux. À l'époque, je n'avais pas le portable pour faire la photo, c'était extraordinaire. Bon, alors, question, qui est malade? La grand-mère, la petite. Bon, centre anticancéreux, la petite qui est malade, ça m'inquiète. Bon, on m'aurait dit c'est la grand-mère, bon, j'aurais pas dit c'est logique, mais enfin c'est la grand-mère. Bon, c'est la petite, quel âge elle a? 15 ans. Qu'est-ce qu'elle a, la grand-mère? Boule au sein. Ah, d'accord. Bon, s'il a une boule au sein, je dis c'est pas grave, c'est qu'elle a pris un traitement hormonal. Je dis ça tout de suite. La grand-mère, pas chez nous, docteur. La mère, pas chez nous. Oui, d'accord. Bon, vous n'allez pas monter la petite fille contre la grand-mère. Bon, alors
je l'examine, elle avait un fibroadénome dans le sein, c'est-à-dire un petit peu comme une tumeur, comme une noix, si vous voulez, une petite noix. Bon, c'est un fibroadénome, c'est hormonodépendant. Ça ne vient pas, ça, du soleil et des étoiles. Pas possible. Ça ne vient pas de là. Bon. Donc, je ne peux pas faire sortir la grand-mère, la mère, pour interroger tout seul la petite. Et puis, je cherche ce qu'elle prend, je ne trouve rien. Et la grand-mère dit, ah, elle a le bâton. Le bâton? Sur le moment, je ne comprends pas. Et puis après, je comprends. Elle a le bâton. C'est-à-dire, elle a l'implant. Ce que l'on fait aujourd'hui aux petites de 15 ans, on fait une toute petite piqûre d'abeille sous anesthésie locale et on injecte un petit bâton de 3 cm qui est un implant hormonal. Cet implant hormonal, tous les jours, il y a une partie d'hormone qui fout le camp de cet implant, qui passe dans le corps et qui met les ovaires au repos. C'est exactement pareil que l'anneau vaginal. L'anneau vaginal, c'est un anneau hormonal. Alors on le change tous les mois. D'accord ? Mais c'est un anneau qui fait qu'il y a de l'hormone dans cet anneau qui est absorbé par la muqueuse vaginale jour après jour. C'est exactement la même chose. Alors on vous dit, non, non, c'est local. C'est comme on vous dit, le Mirena, il est local. Il agit localement. C'est pas vrai, il n'agit pas localement. Il agit parce que l'hormone qui est sur le stérilet Mirena est absorbée tous les jours, quotidiennement. Une petite dose fait le grand tour, va aux ovaires et les met au repos. C'est tout. Il faut dire la vérité. Et ça, je pense que les femmes aujourd'hui, attention, elles sont de plus en plus compétentes, hein, de plus en plus compétentes. Donc les labos, ils ont de quoi se faire du souci, je vous le dis. Hein. C'est pour ça qu'ils font des publicités totalement mensongères. Est-ce que les sudations provoquées par le hammam ou le sauna sont autant conseillées que les sudations liées au sport? Écoutez, nous ne sommes pas dans des hammams et nous ne sommes pas en Suède. Bon, les Suédois sont les femmes qui ont le plus d'ostéoporose en Europe. Elles boivent du lait toute la journée. Si on pouvait lui donner par les trous de nez et les oreilles, elles prendraient. Bon, mais elles ne se bougent pas. Ce qu'il faut, c'est se bouger. Donc, vous allez transpirer dans le hammam ou dans le sauna, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, mettez un vélo. Mettez un vélo. Ben, autant aller dans les Alpilles, autant aller, ou alors aller à la mer, je ne sais rien, courir au bord de la plage. Les bouffées de chaleur peuvent-elles avoir un effet positif puisqu'elles font suer? Ah, ça c'est joli. Elles font suer votre mari ou vous, madame? C'est le mari qui vous dit, docteur, vous n'avez pas un traitement? Ben pour les bouffées de chaleur de ma femme. Non mais attendez, c'est infernal, la nuit. Tout d'un coup, je me caille, elle a enlevé les draps, elle est en sueur et moi je me caille. Vous comprenez? À la maison, il faut ouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres, c'est infernal. Alors, vous lui avez prescrit quelque chose? Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que vous avez prescrit? Une ordonnance? Mais oui, asseyez-vous, c'est vous l'ordonnance. Alors le mec commence à se dire, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Avant, j'ai préparé la dame. Je dis, madame, vous permettez? Alors, monsieur, levez-vous. Alors, il se lève, je lui défais la chemise, et puis je l'effleure comme ça. Je dis, c'est bon? Elle me dit, oui. Alors, je dis, monsieur, vous allez effleurer madame de la tête aux pieds. Ah, elle se marre. De la tête aux pieds, mais vous n'irez dans les coins du corps de madame, où nous, les mecs, on va assez vite, que quand elle vous dira feu vert. Alors, elle lui dit, tu as bien entendu. Bon, 3 mois plus tard, elle vient toute seule. Elle me dit, vous savez, infernal. Vous avez bien dit qu'il fallait faire la plante du pied, le dos du pied, tout ça, chaque petit orteil. Oui, si le mec est là, il vous dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Bon. Alors, il arrive au genou, je lui dis, descends, il veut toujours monter. Extraordinaire. Voilà. Et alors, ce qui est fabuleux aussi, c'est que le monsieur vous dit, mais vous comprenez, je m'endors. Et elle vous dit, et moi je suis tranquille. Oui. On arrive à faire beaucoup d'humour et les bouffées de chaleur, il y en a de moins en moins. Voyez. Mais alors, il y a la phytothérapie, il y a les huiles essentielles, tout ça, évidemment, peut être fort utile, mais en même temps, ça c'est quand même la première fois, elle est jolie la question, les bouffées de chaleur peuvent-elles avoir un effet positif puisqu'il faut suer, bien sûr. D'accord. Bon, question suivante. Anne-Marie, il va falloir venir. Parce que vous avez des choses importantes à dire. Monsieur. Oui, professeur, on a parlé des huiles essentielles tout à l'heure. Mon épouse a un cancer du sein stade 2. Les huiles essentielles sont très bénéfiques pour elle au niveau de la chimiothérapie. Oui. Tous les oncologues veulent absolument la mettre après la radiothérapie à ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Elle est assez réticente à ça à cause des effets secondaires. Elle a raison. Elle est forte, votre épouse? Oui, elle est forte. Elle a combien de kilos en trop? Vous le savez à peu près, elle le sait. Oh, elle a 2-3 kilos, pas plus. Oh, c'est que dalle, c'est rien du tout. Non. 2-3 kilos, monsieur. Non. C'est rien, elle vous les passe. Parce que vous en manquez par rapport à elle. Ouais. Mais vous seriez pour qu'elle continue à refuser l'hormonothérapie
Alors, ça dépend quelle est l'hormonothérapie et quels sont ces récepteurs d'estrogène et de progestérone. C'est ça qu'il faudrait savoir, voyez-vous? Et en cas de... oui, alors, qui peut donner la réponse? Alors, la réponse, je peux vous la donner, mais sans vous la donner, en vous donnant mon adresse email. Oui. C'est-à-dire, vous m'écrivez en me mettant le compte-rendu anatomopathologique, l'âge de votre épouse, le poids et la taille. Et les récepteurs d'estrogène et de progestérone. D'accord? Bon, vous prenez mon adresse mail, c'est très simple. Mon prénom et mon nom, tout collé, Henri Joyeux, tout collé. Henri avec un I, pas d'Y, Henri Joyeux, tout collé, arrobase, M comme maman, E comme Ernest, me.com. me.com. Vous m'envoyez ça, je pourrai vous répondre. Entendu. Merci beaucoup. Monsieur, derrière, juste derrière vous, voilà. Et puis la dame, ah oui, excusez-moi madame. Je voulais vous poser la question sur le dosage des PSA, dont la signification actuellement est battue en brèche. Ben non, pour moi elle n'est pas battue en brèche. Le dosage du PSA est un élément important. Mais ce qui est important, ce n'est pas le dosage du PSA du 2 mai 2012, c'est le dosage du PSA du 2 mai 2012 par rapport à celui du 2 mai 2011. C'est-à-dire la différence entre les deux. Vous voyez? Ce qui est important, c'est le delta de différence entre les deux. Si vous avez, en l'espace d'une année, une augmentation importante qui fait que le taux double, admettons, vous avez 2, il y a un an, vous passez à 4. Attention, échographie prostatique pour vérifier l'homogénéité de votre prostate. Elle est normale, pas de problème, on laisse tranquille. 6 mois plus tard, on refait le taux de PSA. Vous avez 2, vous êtes passé à 4, vous maintenez 4, pas de problème. Ou bien vous passez à 3,5, ça va peut-être baisser. Vous voyez? Parce que vous allez prendre des graines de courge. N'en prenez pas toute la journée, sinon vous allez sentir la courge. C'est arrivé, j'ai vu un monsieur, sa femme m'a dit, il pue la courge, mon mari. Parce qu'il avait entendu la courge, il en bouffait toute la journée. Non, c'est excessif. Donc, l'important, c'est le delta de différence. Et ça, c'est ce que le Haut Conseil à la Santé n'a pas dit, parce que le patron du Haut Conseil à la Santé, je le connais, c'est un hématologue, il ne sait pas où est la prostate. C'est comme ça. Il sait où est le sang, c'est un spécialiste du sang, mais le pauvre, la prostate, il ne sait pas où elle est. Il doit savoir à peu près où est la sienne, mais pas celle des autres. Et c'est grave de dire des conneries comme ça en disant le PSA ne sert à rien. Non, il sert, mais il faut expliquer. Il faut expliquer, c'est-à-dire c'est la différence entre, et c'est le suivi. Et donc c'est pas bien compliqué, une toute prise de sang, et puis vous faites une surveillance. En tout cas pour ce qui me concerne, je la fais, et je la fais faire pas à mes enfants, mais à mes frères. Madame qui est là, et puis après on ira derrière, oui. Anne-Marie, il faut venir. Madame. C'est la suite de ce qui vient d'être dit. J'ai 3 garçons de plus de 55 ans. Oui. Est-ce que chaque année, oui, ils doivent faire un taux de PSA? Je dis oui. Oui. Et alors, je dirais encore plus s'ils sont anxieux, s'ils sont fumeurs, s'ils sont forts, s'ils ne font pas de sport. Vous voyez? Encore plus. Ils sont tous sportifs. Il y en a un qui est très fumeur. Oui, ben alors le fumeur, vous lui faites faire. Hein. Vous les faites faire aux fumeurs. Et s'ils sont très sportifs, c'est bien, mais c'est pas mauvais que. Ah, ils ont 50-55, c'est ça, vos enfants? Plus de 55, oui. Tous. Ben, moi, je trouve que c'est la sagesse. Ce seraient mes frères, je leur fais faire. En tout cas, mes frères, je leur ai fait faire. D'accord. Et j'ai un de mes frères, à 52 ans, cancer prostatique. Il m'appelle, il habitait à Paris. Il me dit lundi prochain, c'était le mercredi ou le jeudi, on me fait péter la prostate. Oui, péter la prostate. Je dis, qui c'est qui te fait péter la prostate? Elle me dit, c'est le professeur, un de tes collègues là-bas à Cochin. Eh ben, je dis, tu vas pas voir le professeur Untel, laisse-lui péter la sienne. Par contre, tu viens à Montpellier et moi je te ferai le soleil sur la prostate. Bon, et tu ne seras pas opéré. Bon, et il a 12 ans de plus, il se porte comme un charme et tout va très bien. Récemment, il avait quelques douleurs au dos, on lui a dit, tu as des factures invisibles. Bon, alors sa femme avait peur, on va lui faire une ceinture osseuse. Ta femme, la veille, m'appelle, Henri, vous me direz... Ceinture osseuse, nickel, parfaite. Je lui ai dit, vous devrez supporter votre mari encore 50 ans. Voilà, elle était contente comme tout. Je voulais ajouter, oui. Comment expliquer un cancer à 82 ans? Ça, à quel endroit du corps? Sein. C'est une forme de vieillissement. Je vais vous dire, j'ai opéré récemment une dame qui avait un petit nodule qu'elle craignait, elle voulait absolument que je l'enlève. Bon, c'était évident que c'était un cancer du sein, c'était même pas la peine, je l'ai fait sous local. Hein. Je l'ai fait sous local, je n'ai même pas fait d'anesthésie générale. Je lui ai raconté des petites histoires en même temps que j'opérais. Elle n'a pas eu mal, ça s'est bien passé. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement? Si vous allez voir un oncologue, on va vous dire radiothérapie, chimiothérapie, on ne le fait pas du tout. J'ai une
chimiothérapie, j'ai perdu mes cheveux. On vous a donné la chimiothérapie, bien sûr, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas nécessaire. Récidivé 2 ans après. J'ai eu une... Plus près du micro, plus près du micro. Le micro près de la bouche, madame. Ah bon, pardon. J'ai fait donc une récidive 2 ans après, rechimio, et j'en ai fait une troisième. Malgré la chimio, vous voyez. Une troisième là en ce moment, avec du Xéloda. Oui. Et je suis suivie par le docteur Giraud, Oui. qui m'a énormément soulagée. Bah parce voilà, que le bah voilà. Xéloda m'avait mis complètement à plat. Épuisé, bien sûr. Ah oui, épuisé. Seulement, on vous épuise, mais on vous dit c'est le traitement, c'est pas grave. Si vous mourrez, c'est le traitement, c'est pas grave, quoi. Non, c'est impensable. Mais est-ce Impensable. qu'il faut le continuer, ce traitement? Pas sûr. Par contre, vous suivez les conseils de Mme Giraud, ça c'est sûr. Ça, je l'ai suivi parce Voilà. qu'elle m'est précieuse. Donc, chimio, vous pouvez les mettre à la poubelle, toutes les futures chimios qu'on vous proposera. Aucun doute là-dessus. Oui, merci. Une dame là qui est en blanc. Voilà. Faites passer derrière, oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Bonsoir, madame. professeur. Moi, j'ai été opérée d'un cancer du sein. Je suis suivie également par Madame Giraud et ça m'aide beaucoup. Bien sûr. Donc moi, je rentre vraiment dans le cas des personnes en surpoids. J'ai un surpoids de 30 kilos au moins, etc., etc. Je n'ai par contre jamais pris de tous ces produits que vous parlez, jamais, tout s'était passé naturellement. Alors mon souci, c'est quand on a parlé du cancer du col de l'utérus. Donc j'ai été opérée, c'est un cancer de grade 1, les ganglions ne sont pas touchés apparemment. Vous parlez du sein là? Oui, du sein, bien sûr. oui. Donc j'ai eu de la radiothérapie uniquement. Et donc on m'a demandé de faire ma mammo une fois par an, etc. Et mon radiologue à ce moment-là m'avait dit, il faudra, quand vous allez revoir votre cancérologue, vous lui demandez la radio de l'utérus, parce que comme vous êtes sous Arimidex, souvent ça déclenche, etc. Quand j'ai demandé à mon cancérologue s'il me faisait une ordonnance pour faire cette radio, il m'a dit non, c'est inutile, ça sert à rien. Oui, l'Arimidex ne donne pas de risque sur l'utérus, parce que Voilà, vous c'est avez pour dit l'utérus. col de l'utérus, c'est pas col, c'est corps de Ah, l'utérus. d'accord. C'est le Oui. corps de l'utérus. L'Arimidex, il n'y a pas de danger pour l'utérus. Par contre, effectivement, à partir du moment où il y a du surpoids, l'Arimidex peut être indiqué. Mais ce qui est important, c'est de vous aider à réduire progressivement votre Arimidex, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, puisque Oui. le surpoids est présent, mais surtout à vous aider à réduire votre surpoids progressivement, Oui, oui. sans vous stresser, sans vous angoisser, mais pas à pas. Non, mais ça, comme je suis également avec le docteur Giraud, ça, Oui. de moi-même et avec ses conseils, D'accord. j'ai entrepris de me bouger davantage. Très bien, très bien. Je vais 4 fois par semaine à l'aquagym, je marche tous les jours et Très j'ai bien. commencé à perdre du poids. Mais bon, avant que j'arrive, Oui, oui. j'en ai pour un moment, quoi. Non, mais ça va Donc, venir. ce qui m'inquiétait, c'était le problème de l'utérus, s'il fallait Non, quand même c'est logique. insister. Non. C'est logique qu'on vous dise, il n'y a pas besoin de surveiller votre Ah, utérus. d'accord. Ça serait une échographie utérine, mais avec l'Arimidex, il n'y a pas de risque. C'est avec le Nolvadex, les anti-estrogènes, qu'il y a des risques. D'accord. Donc Mais là, pour on vous a dit l'instant- quelque chose de juste, tout à fait. D'accord, Tout à merci fait. beaucoup, professeur. Voilà, alors, je vais passer la parole maintenant au docteur Anne-Marie Giraud-Robert. On reprendra s'il faut quelques questions après. Merci. Donc, professeur Joyeux, ne saurait comment vous remercier une fois de plus. Nous avons appris beaucoup de choses et sur un ton très plaisant. Vraiment, on est sûr toujours de passer un excellent moment en votre compagnie, en plus de votre grand humaniste et que vous vous doublez d'un grand humoriste. Donc vraiment, je vous félicite. Avant de passer à cette deuxième partie de soirée, dans le hall, j'aimerais vous apporter quelques informations sur les huiles essentielles et l'intérêt d'en développer la recherche. Les huiles essentielles, ces véritables quintessences données par la nature, issues du monde végétal, par distillation à la vapeur d'eau, sont très riches en principes actifs naturels. Leur utilisation à des fins thérapeutiques, c'est l'aromathérapie, terme qui a été créé en 1928 par Gattefossé. Cette thérapeutique devrait s'intégrer, et j'y œuvre pour, aujourd'hui dans le cadre des soins de support en cancérologie. Les soins de support sont d'ailleurs dans le plan cancer, l'alinéa 42. Il ne faut pas oublier que de nombreux médicaments allopathiques sont extraits et sont des produits de synthèse issus du monde végétal. Pour ne rappeler que la navelbine, qui a bien été extraite de la pervenche de Madagascar, ainsi que le taxol, extrait de l'if.
Donc les huiles essentielles peuvent être prises par voie orale, en massage ou par diffusion atmosphérique. Pourquoi? Quel intérêt d'utiliser l'aromathérapie en cancérologie? Eh bien, elle peut... les nombreux apports d'aromathérapie, que je peux en résumer quelques-uns, c'est surtout la diminution des effets secondaires des traitements conventionnels anticancéreux, comme au niveau de la chimiothérapie, la stimulation des défenses immunitaires, le drainage des émonctoires, tellement utile au cours des traitements de chimiothérapie et également après la fin de chimiothérapie, mais aussi la potentialisation de certaines chimiothérapies, comme pour le Taxol. Il a été démontré dans des revues scientifiques, des publications scientifiques, que le Taxol, associé avec l'alpha-humulène, un composé d'huiles essentielles très fréquent, eh bien, pouvait diminuer, augmenter l'efficacité du Taxol avec une posologie 4 fois plus faible. Également, certaines associations d'huiles essentielles vont induire l'apoptose cellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette apoptose cellulaire? C'est faire revenir la cellule cancéreuse mortelle par elle-même. Nous savons bien que c'est une des parties des définitions, la cellule cancéreuse est devenue immortelle. Donc, cette notion d'apoptose cellulaire au niveau de la cellule cancéreuse, eh bien, nous montre que les caractères de la cellule cancéreuse peuvent être réversibles. Et ceci est quand même très important. Et les huiles essentielles peuvent y contribuer. Les huiles essentielles vont également agir sur le terrain de la personne. Et d'autres huiles essentielles ont aussi des actions anti-angiogéniques, c'est-à-dire la diminution de la vascularisation de la tumeur, ce qui nous rejoint l'action des thérapeutiques ciblées, comme parlait le professeur Joyeux. À quel moment utiliser surtout les huiles essentielles en cancérologie? Eh bien, je dirais à tous les stades de la maladie. Dès l'annonce de la maladie, pendant les traitements conventionnels, avant et après une intervention chirurgicale, au cours d'une chimiothérapie pour la rendre mieux supportée, au cours d'une radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, à la fin des traitements classiques, dans le cadre de la prévention des récidives et également, bien sûr, au cours des traitements palliatifs. De nombreuses actions sont encore à découvrir sur les huiles essentielles, d'où l'intérêt de faire de la recherche pour comprendre tous les mécanismes d'action de ces huiles essentielles. Je voudrais juste vous dire quelques mots par rapport à mon parcours professionnel. Je suis donc médecin installé sur Aix depuis plus d'une vingtaine d'années, médecin homéopathe, phytothérapeute et je prescris des huiles essentielles depuis plus de 15 ans. Et j'ai entamé un travail qui est vraiment, disons, fastidieux. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu un suivi depuis 14 ans de 2800 patients atteints de cancer. Et j'ai vraiment pu constater une amélioration de leur qualité de vie, mais aussi de leur survie. Et sur ce point que je voudrais vous dire 2 mots. Bien sûr, ces résultats ne sont que le fruit de mon expérience de praticien de ville, en contact journalier avec des patients cancéreux. Il s'agit évidemment que d'une simple étude observationnelle rétrospective sur un nombre limité de cas et non un essai thérapeutique randomisé. Mais quand même sur 14 ans, sur presque 2800 patients passés, il y a à peu près 80% de gens qui se retrouvent en vie au bout de 14 ans. Je pense que ce sont des résultats qui peuvent être motivés pour que la recherche soit entreprise. Juste pour vous donner un exemple, pour des cancers du côlon, stade 4, j'en ai un suivi de 125 patients. Je me tourne vers vous, car je voudrais avoir les derniers chiffres. Je pense, enfin, il y a 3 ans, quand j'avais parlé dans une conférence à San Francisco, j'avais dû montrer mes médianes de survie. Et l'on m'avait dit que la médiane de vie, le nombre de mois de vie en moyenne d'un patient en stade 4, s'évaluait il y a 3 ans à 22 mois. Je ne sais pas si ça a augmenté beaucoup depuis 3 ans. Voilà.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'une médiane de vie? Pour la calculer, vous devez avoir la moitié de vos patients décédés pour pouvoir calculer. Donc, 22 mois, ça veut dire que vous avez la moitié de vos patients, en fait, qui sont décédés et l'autre moitié qui n'est pas décédée. Donc, la moyenne des 50 fait 22 mois. Donc moi, sur 125 cancers de stade du côlon en stade 4, à 3 ans, il y avait, je ne pouvais pas calculer ma médiane de survie puisque je n'avais pas 50% en fait, de décès. Pour parler autrement, à 3 ans, on considère que pour un stade 4 du côlon, on est à peu près à 27-30% de personnes en vie. C'est toujours ça? Voilà. Eh bien, à 3 ans, sur ces 125 patients, je tourne à peu près à 70-75% de gens en vie. Et je précise, avec presque la moitié de ces personnes-là, qui sont en rémission, qui n'ont plus de traitement allopathique pour leur cancer. Voilà. Donc il est important, je crois, de démontrer l'activité thérapeutique antitumorale des huiles essentielles et donc d'en promouvoir la recherche médicale. La recherche fondamentale et clinique est essentielle pour légitimer les résultats obtenus avec l'association des huiles essentielles dans les traitements conventionnels des cancers. Et vous me direz, pourquoi la recherche n'avance pas plus vite donc dans les thérapeutiques naturelles comme les huiles essentielles? Bien, tout d'abord, la recherche coûte très cher. Et bien sûr, l'industrie pharmaceutique préfère donner de l'argent pour la recherche de médicaments qui seront vendus beaucoup plus cher que les produits naturels comme les huiles essentielles. Je peux vous faire une petite règle de 3. Quand il y a des nausées, les traitements contre les nausées en cours de chimiothérapie, Zofren, Emend et compagnie, on avoisine souvent à 200 ou 200 euros, 250 euros par mois par traitement de chimiothérapie. Avec une huile essentielle, avec 2-3 euros par séance, vous avez une action extraordinaire sur les nausées. Et tous ces médicaments-là, qui sont en plus chimiques, peuvent ne pas être pris. Pour nous aider donc à soutenir cette recherche, nous avons besoin de vous tous. Vous le savez, notre médecine actuelle est une médecine de preuve et démontrer l'efficacité d'un produit nécessite la mise en place d'études et de protocoles très coûteux. Pour que l'utilisation des huiles essentielles en tant que thérapeutique adjuvante dans les cancers trouve enfin la place qu'elle mérite, cette recherche est donc indispensable. Mais elle ne bénéficie malheureusement d'aucun financement institutionnel pour l'instant. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants, à vous tous, qui êtes sensibilisés à cette recherche, pour votre générosité et votre soutien. Donc nous allons passer à la deuxième partie de la soirée, où le professeur Joyeux va pouvoir vous dédicacer de ses livres. Donc le libraire est dans le hall d'entrée. Et vous pourrez également vous approcher du stand de Ravensara pour avoir de plus amples renseignements. Et il se trouvera des urnes dans le hall, qui permettront à ceux qui le souhaitent de verser des dons pour participer aux frais occasionnés par l'organisation de cette soirée et pour soutenir l'action de l'association Ravensar pour développer la recherche sur les huiles essentielles. Encore merci de nous aider et très bonne fin de soirée à tous et encore un grand merci au professeur Joyeux.